Les dialogues, organisés par les éditions IG et l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Dans notre société ultra connectée, nos vies sont saturées de messages. Une pluie de mots et un déluge de bruit encombrent chaque jour nos pensées. Avec ces dialogues, nous vous invitons à une rencontre autour d'un mot pour prendre le temps d'en peser le sens et de le faire résonner en nous. Épisode 3, Observer, avec Laurent Palka, microbiologiste au Muséum national d'histoire naturelle, et Jean-Laurent Casselli, journaliste. Un dialogue animé par Arnaud Vasmer en mai 2024 que nous vous proposons de découvrir en intégralité. C'est le mot observer, le verbe, vous l'avez compris ce soir, il y avait beaucoup de verbes qui sont mis à l'honneur dans ces dialogues. C'est le verbe observer qui va nous intéresser dans les 40 prochaines minutes avec Jean-Laurent Casselli et Laurent Palka. Laurent Palka, vous êtes microbiologiste au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, spécialisé dans l'étude des microbes, et vous leur avez d'ailleurs consacré plusieurs livres, parmi lesquels celui-ci, Microdiversité, un autre regard, que vous avez dirigé aux éditions matériologiques, ou encore Le peuple microbien. Alors microdiversité, un autre regard, on s'est dit quand même que pour observer, avoir le regard, c'était pas mal. À vos côtés, donc, Jean-Laurent Casselli, vous êtes journaliste et essayiste. Ce sont les modes de vie et les questions territoriales qui vous intéressent et que vous racontez. Vous l'avez notamment fait dans un livre paru avec Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, aux éditions Seuil. Voilà, regard, yeux, il y avait tout ce qu'il fallait pour débuter cette conversation autour du verbe observer. Et le Robert, puisqu'on débute par la définition, le Robert donne comme définition à ce verbe observer, considérer avec attention. On va commencer avec vous, Laurent Palka, et pour mieux observer, vous nous avez proposé en plus une image, que vous nous disiez qu'est-ce que ce verbe et cette définition évoquent chez vous. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, observer pour... je suis un microbiologiste, mais je suis écologue aussi. Et donc, je suis un microécologue. Et je travaille sur l'écologie urbaine et sur les toits végétalisés, les murs végétalisés. Et j'essaye de comprendre comment les micro-organismes peuvent aider les plantes à se développer sur ces surfaces-là, avec un intérêt. C'est celui de créer des néo-écosystèmes pour qu'ils rendent des services. Voilà. Qu'ils rendent des services, c'est un argument ou un prétexte pour permettre de faire entrer de la biodiversité dans les villes denses. Voilà. Et donc tout ça, ça fait écho, le verbe observer fait écho à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que j'ai travaillé donc beaucoup sur les micro-organismes. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour faire la transition, une petite transition avec la conversation de tout à l'heure sur la mort. C'est que j'ai fait beaucoup... Moi, je suis la génération du microscope, c'est-à-dire microscope photonique, électronique, transmission, balayage, voilà. Et les temps ont bien changé. Alors, si je m'arrête un peu sur la première période, c'est-à-dire celle des microscopes, le microscope permet de regarder les formes, permet de regarder les caractères extérieurs, c'est-à-dire le phénotype. Et alors, quand on travaille sur des micro-organismes, c'est pour regarder le phénotype. Oui, bien sûr, on peut les filmer. Aujourd'hui, c'est assez facile de les filmer. À mon époque, à mes débuts, c'était un peu plus compliqué. On peut les filmer, mais on n'arrive pas à bien décrire ces caractères. Pour les décrire, il faut on utilise un terme qui s'appelle fixer. On utilise un fixateur. Et le fixateur, c'est rien d'autre que de tuer. Mais chez nous, on n'utilise pas le verbe tuer et on n'utilise pas le mot mort. On parle de matériel ou d'organismes fixés, alors que non seulement ils sont morts, mais en plus on les a tués. Et alors, il y a l'anecdote dont je voulais vous parler. C'est qu'un jour, devant les étudiants, on avait préparé un film qui décrivait les différentes étapes pour arriver à décrire le phénotype.
Le phénotype de quoi? C'était des micro-organismes qui sont un peu plus, comment dire, vous avez dans l'arbre du vivant, pour faire court et très schématique, vous avez les bactéries, c'est une branche, les archées, c'est une autre branche. Les archées, ça ressemble aux bactéries, mais ce ne sont pas des bactéries. Et à partir de la branche des archées, il y a tous les eucaryotes. Et les eucaryotes, c'est tout le reste du vivant. Alors le vivant, nous, on fait partie des eucaryotes. Il y a les eucaryotes multicellulaires, les métazoaires. Et puis, il y a les animaux, les plantes, les algues. Et puis tout le reste, il y a énormément de branches. Et ben, ce sont les micro-organismes eucaryotes, qu'on appelle des protistes. Voilà. Et donc, parmi ces protistes, il y a des protistes ciliés, et c'est ces protistes ciliés qui étaient dans le film. Donc, c'est des micro-organismes qui se déplacent, on les voit bien se déplacer, on les voit vivre. Hein, on sent, on a une sensation, un ressenti de vivant. Et alors, dans le film, on voit une goutte. Donc le film est tourné à la loupe binoculaire, donc ça grossit moins que le microscope, mais quand même, donc loupe binoculaire, et à un moment donné, alors c'est une goutte prélevée dans un bassin d'un jardin, donc ça grouille de protistes ciliés, hein, dont je parlais, et puis juste au-dessus, on voit une goutte jaune qui s'approche de la goutte où se trouvent les ciliés grouillants, et la goutte jaune tombe sur la goutte où il y a les ciliés. Et d'un seul coup, les ciliés s'arrêtent de bouger, se colorent, parce que le fixateur, c'est aussi un colorant qui colore les cellules, et donc la vie s'arrête. D'un seul coup, d'un seul. Et alors, j'ai posé la question aux étudiants et aux étudiantes, j'ai dit mais qu'est-ce que vous avez ressenti? Et la réponse, c'est rien. Voilà, et c'est normal, parce qu'à cette échelle-là, il n'y a pas d'émotion. Et donc, c'est pas surprenant qu'on ne ressente rien sur la mort d'unicellulaire. Voilà. Mais d'un autre côté, parce que les micro-organismes unicellulaires, ce sont des organismes qu'on ne pourra jamais, auxquels on ne pourra jamais s'approcher. On peut pas, physiquement, on ne peut pas s'approcher de bactéries, on ne peut pas s'approcher. Ils sont présents, ils sont partout, mais on ne peut pas s'approcher. Hein. On peut simplement utiliser un instrument pour les observer, mais on ne peut pas s'approcher. Voilà. Et donc cette anecdote, je trouve, a été intéressante, parce qu'ils étaient en train d'observer quelque chose, mais ils ne ressentaient rien. Ouais. On aura peut-être l'occasion effectivement de venir sur les sentiments dans l'observation. Jean-Laurent Casselli, vous, comme c'est les êtres humains, j'espère que vous ne les fixez pas et donc que vous ne les tuez pas pour mieux les observer. Mais qu'est-ce que ce verbe observer et sa définition considérée avec attention évoque chez vous? Vous m'avez ôté ma première blague, Arnaud. Désolé. Mais j'en ai d'autres. J'en ai d'autres dans ma besace. Effectivement, on ne fixe pas les gens sur lesquels on travaille, on écrit. Et je dis nous parce que je pense au livre qu'on a coécrit avec Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que dès le titre, on avait anticipé qu'on allait se retrouver à cette première édition du festival Dialogue pour mais comme parler il a commencé à Sciences d'observation. Po Rennes, Jérôme Fourquet, peut-être qu'il Ah ben avait voilà, ce lien à la oui, ville. comme quoi. Et je trouve assez intéressant et parlant qu'on se soit tout de suite focalisé sur l'aspect visuel du terme, du verbe observer, Laurent et moi, avec des métiers, des pratiques très, très différents. Et moi, j'ai repris plutôt la définition du Larousse du verbe observer. J'ai pensé tardivement, en fait, tout à l'heure dans le train, mais c'est toujours bien de repartir de la définition. Et ce que je lis, c'est que le premier sens du mot observer, du verbe, c'est regarder attentivement quelqu'un ou quelque chose pour surveiller, pour contrôler. Donc on est quand même dans cette démarche visuelle, on est quand même dans le regard, et c'est que dans un deuxième temps qu'on a la deuxième définition qui est remarquer, constater quelque chose. Exemple, j'ai observé que ce phénomène se produit en fixe, hein. J'ai observé que quand je viens à Rennes, il pleut, parfois. En plus, je suis marseillais, donc je suis obligé de faire une blague de ce type à un moment de la soirée. En tout cas, la définition, le sens qui est lié à l'œil, au regard, est premier dans l'observation. Et le paradoxe, c'est que moi, je ne suis pas du tout microbiologiste, je ne suis pas non plus photographe, mais
plus je travaille, donc je suis, vous l'avez dit, de formation journaliste, je suis quelqu'un plutôt de l'écrit, en tout cas, et je travaille de plus en plus alors je travaille sur la société française, sur ses évolutions, les modes de vie, les modes de consommation, les déplacements, ce genre de choses. Et plus ça va, plus j'ai du mal à le faire sans l'apport d'outils visuels. Typiquement des photographes, des illustrateurs, des cartographes. Dans ce livre, on parle à un moment de la passion des Français pour la piscine. Et on pourrait dire qu'on a observé que les Français adorent les piscines, mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on le montre ? On peut l'écrire, évidemment, on peut donner des statistiques, des chiffres, mais on sait très bien que les gens retiennent plutôt les images qui ont plus d'impact que les mots. Et en fait, on a eu cette idée avec notre cartographe data scientist de faire une carte des piscines, de la densité de piscines en France, grâce à un fichier qu'il a récupéré de la DG, comment on appelle ça, DGFIP, les impôts. Et grâce à ce fichier d'open data de l'implantation des piscines, en tout cas des piscines déclarées en France, donc on peut présumer qu'il y a une sous-déclaration de la piscine enterrée puisque vous payez un impôt sur votre piscine. Donc il y a probablement plus de piscines que ce qu'on a cartographié dans le livre. Et encore, on l'avait écrit en 2021, avant la vague de piscines post-Covid, qui a encore rajouté quelques centaines de milliers de bassins en France. Tout ça pour vous dire que rien qu'avec cet exemple assez trivial de la piscine, on voit déjà que l'observation suppose, si on veut intéresser le public, le regard, en tout cas je dirais un média lié à l'image, et on voit deuxièmement que ce qu'on observe n'est que très partiellement le reflet de la réalité fidèle, puisque on sait très bien qu'il y a un gouffre entre les outils, enfin l'observateur, les outils et le phénomène observé, mais ça je pense que c'est ce dont on va pouvoir parler à la fin quand on montera en degré qu'on sera de plus en plus méta en fait dans notre rapport au regard. Mais moi c'est premièrement, il y a cet aspect visuel qui m'a marqué dans cet angle qu'on a choisi de l'observation. Et puis le deuxième élément qui m'a frappé, c'est que dans le monde de l'édition, auquel j'appartiens, plutôt le monde de ce qu'on appelle la non-fiction, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas du roman, tout ce qui n'est pas de la fiction, tout ce qui n'est pas romanesque. Dans le monde des essais et de la non-fiction, l'observateur, il y a un siècle ou deux, était une personne qui n'existait pas. D'ailleurs, on parlait à la troisième personne, à la première personne du pluriel. Nous avons observé que blablabla et tout. Avec ce style très. Moi, je pense au livre de Durkheim parce que je fais de la sociologie quand j'étais jeune, mais je pense qu'il y avait les mêmes dans les sciences dures. Le père de la sociologie en France. Voilà, ce type de chercheur qui s'efface derrière son sujet. Et quand vous êtes quand vous faites des études, c'est comme ça qu'on vous demande d'écrire et de penser le monde. Et on a vu progressivement l'observateur prendre une place de plus en plus importante dans son observation, au point que souvent dans les essais, dans ce qu'on appelle la narrative non-fiction, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du témoignage, qui est du récit non fictionnel, on voit que l'observateur tient une place très importante et il parle à la première personne et très souvent il parle de lui. Je peux donner quelques exemples, mais peut-être plus tard, mais en tout cas, si vous prenez les best-sellers en fait de ces dernières semaines dans Le Point ou dans l'Obs il y a plusieurs classements, vous verrez que vous avez souvent des livres. Alors il y a One Piece, il y a les mangas, mais juste en dessous il y a souvent des livres qui sont un peu hybrides dans leur rapport à l'observation, qui parlent d'un sujet, mais qui parle aussi de la personne qui parle du sujet. Et cette espèce d'intégration de l'observateur au monde observé, en tout cas dans mon monde à moi qui suis plutôt des sciences humaines, sociales, de l'observation de la société, des phénomènes humains, je trouve qu'il est très 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 parlant. On reviendra tout à l'heure sur la place de l'observateur dans son sujet, mais on est parti d'observer, c'est-à-dire cet acte de regarder. Et je voudrais vous interroger l'un et l'autre sur la finalité, finalement, observer pourquoi. Alors dans la définition que vous avez trouvée, Jean-Laurent, dans Larousse, il y avait la question de contrôler. On sait que observer, c'est aussi, ça peut servir aussi à contrôler, mais c'est aussi respecter des normes. Observer pourquoi. Comment est-ce que vous répondriez aussi à cette question? Parce qu'il y a pour la connaissance, il y a pour les autres, il y a pour le partage, il y a aussi pour un enjeu de pouvoir. Pourquoi vous observez alors, Laurent Palka? Oui, mais déjà, pour poursuivre mon raisonnement tout à l'heure, et pour rejoindre votre questionnement, après cette période de microscopie, le monde a changé.
et il n'a pas changé depuis longtemps, il a changé depuis 2010, avec l'arrivée de séquenceurs. Donc c'est des instruments, c'est des machines. Et les séquenceurs, c'est des lecteurs de séquences génétiques. Et pour parler de ce que je fais en ce moment, j'ai reçu une boîte contenant 72 petits tubes. Et dans ces 72 petits tubes, il y avait 50 microlitres, quelquefois un peu moins, quelquefois un peu plus, de milieux contenant de l'ADN. Cet ADN venait d'où ? C'était de l'ADN venant de 72 sites où on avait prélevé du sol et où on avait extrait l'ADN. Donc c'est l'INRA qui m'a envoyé ça, parce que je suis responsable de l'inventaire de ces fameux protistes dont je parlais tout à l'heure, des sols de France. Et là, c'est 72 sols, mais on va avoir au bout du compte 2200 sols de France, d'outre-mer, de Corse et d'outre-mer. Voilà. Et je suis frustré. Pourquoi ? Eh bien parce que ce que j'ai observé, c'est simplement des tubes. Après, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la boîte, j'ai été à l'Institut Pasteur, à la plateforme de séquençage, et j'ai donné mes tubes. C'est tout. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les types de Pasteur, eh bien, ils vont faire on appelle ça du métabarcoding. C'est-à-dire, on prend des séquences qui sont des marqueurs d'un taxon, c'est-à-dire des protistes, d'un ensemble, et on va l'amplifier comme quand on a fait pour le SARS-CoV-2, pour la Covid. On a fait de l'amplification, et après le résultat de l'amplification, on obtient un amplicon, et cet amplicon, bien, on va le séquencer dans une grosse machine qui permet de lire des millions et des millions, je dirais même des milliards de séquences. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va observer ? Rien. Il n'y aura rien à observer parce qu'on n'observe pas des séquences. Qu'est-ce qu'on fait avec les séquences ? On demande à des bioinformaticiens d'utiliser des logiciels pour catégoriser ces séquences. Sans les bioinformaticiens, d'ailleurs, les séquenceurs serviraient à rien. Mais dans tout ce processus, il n'y a plus d'observation. Et donc là, je suis même totalement frustré, parce que je veux obtenir quoi ? Je veux obtenir des taxons, je saurai qu'il y a tel et tel taxon dans ce sol, et ainsi de suite. J'aurai une biogéographie des taxons, mais je n'aurai rien observé. Et ce qui est incroyable, et dans la mission Tara Océan, ils l'ont bien montré, eh bien, il y a un grand nombre, il y a d'ailleurs une grande majorité d'organismes qu'on n'a jamais vus, mais qu'on a déjà détecté, dont on a détecté des parties de génome. On ne les connaît pas, on ne les a jamais vus. Et on sait même, par la co-occurrence, c'est-à-dire ces bioinformaticiens qui nous le montrent, qu'il y a des symbioses, c'est-à-dire des micro-organismes qui vivent avec d'autres micro-organismes, et on a observé ni les uns ni les autres. Voilà. Donc on est dans un monde de l'imaginaire dont on parlait tout à l'heure, mais ce n'est pas un imaginaire de science-fiction, mais c'est un imaginaire puisque on ne les a jamais vus. Alors quand vous pouvez observer quand même, c'est quelque chose est devant vos yeux, c'est pour quelle finalité pour vous ? Écoutez, là je vais demander à Sébastien de passer la diapo parce que tout dépend. Voilà, ça c'est le cylindre. Et ça, c'est une diapo que je réutilise parce que je l'utilise déjà dans un enseignement sur les relations entre les disciplines. La pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité. Et alors, ce cylindre-là, si vous l'éclairez par l'extrémité, qu'est-ce que vous obtenez sur la paroi, projeté sur la paroi ? Un cercle. Si vous éclairez ce même cylindre par le long du cylindre et que vous projetez l'ombre sur la paroi d'en face, qu'est-ce que vous obtenez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez quoi ? Un carré ou un rectangle ? Vous voyez un cercle ou un carré ou un rectangle et pourtant c'est le même objet. Alors ça c'est intéressant parce que ça ressemble à la caverne de Platon moderne.
C'est-à-dire qu'on ne voit jamais l'objet, on voit simplement la projection. Et la projection, ça peut être une projection culturelle, une projection culturelle scientifique avec des instruments. Hein. Et par exemple, moi, j'ai déjà 2 façons d'éclairer ces fameux protistes ou ces fameux, ça pourrait être aussi n'importe quel micro-organisme. Hein. C'est la première lumière, ça serait le microscope. Et la deuxième lumière, ça serait le séquenceur. Et alors, là, on se dit, ah oui, mais plus on aura de lumière, et plus on va pouvoir comprendre et décrire et comprendre et expliquer l'objet qu'on a éclairé. Donc ça veut dire que ça, c'est la pluridisciplinarité, également l'interdisciplinarité, quand une discipline a utilisé des outils conceptuels ou des outils pratiques d'une autre discipline. Jean-Laurent Casselli, que vous évoquez, vous, cette image est toujours avec ma question, observer pourquoi. Alors déjà, concernant l'image, c'est vrai que moi j'y ai repensé parce que quand on s'est parlé la première fois avec Laurent en visio pour préparer cette rencontre, nous avez déjà montré ce que j'ai appelé depuis l'allégorie du cylindre. Et je pense que elle est tout à fait adaptée à ce que moi je ressens sur le rôle et la place de l'observateur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs questions dans cette allégorie. C'est quel type de cylindre déjà on observe, selon quel angle. Ça fait déjà 2 questions. Et je dirais qu'il y a même un niveau aujourd'hui un registre de récit qui consiste à retourner le faisceau vers l'observateur. En se disant finalement c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est peut-être ce qui est hors champ et pas forcément le cylindre. Après, pour ce qui concerne la question de savoir quelle est la méthode ou quel est l'angle de vue le plus adapté pour capter la réalité du cylindre, que serait un phénomène, je sais pas, un phénomène culturel ou social, effectivement, la réponse est que plus il y a de points de vue, plus vous allez commencer à vous faire une idée de la question. Et d'ailleurs, nous, dans le monde de l'observation des humains, on considère pas, moi je ne considère pas qu'il y ait une méthode supérieure aux autres, mais que c'est l'empilement ou la succession des méthodes et d'ailleurs des échelles et des registres d'observation qui permettent de s'approcher du sujet et de l'épuiser. Un exemple assez typique, banal, c'est celui qui oppose souvent le qualitatif et le quantitatif. Quantitatif, c'est les statistiques, c'est la data, c'est les grands ensembles qui permettent d'avoir des régularités. Et puis tout ce qui est qualitatif, c'est l'observation de terrain, les entretiens individuels, etc. Et l'observation qualitative permet souvent de comprendre des choses. Moi, je travaille beaucoup sur là, je travaille sur les EHPAD en ce moment, parmi d'autres sujets. Au bout de 2 mois et demi, j'ai fini par dire à mon interlocuteur, vas-y, on va dans un EHPAD en Seine-et-Marne. Et on a passé une journée entière dans un EHPAD. Oui, je peux vous assurer que je suis revenu avec plus de compréhension de ce qu'est un EHPAD que 3 semaines ou 3 mois à compiler des lectures savantes ou journalistiques sur le sujet. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a une complémentarité des approches, des méthodes et des registres. Et pour répondre à la question principale qui était de savoir pourquoi on observe, je pense qu'il y a quand même, si je suis honnête, en fait, c'est quand même un peu égoïste, quoi. Je veux dire, c'est quand même un kiff d'observer, et c'est pour ça que je le fais, en fait, surtout. Accessoirement, quand on fait quelque chose de plus en plus fréquemment, on se professionnalise, on devient bon là-dedans, et on finit par se poser peut-être la question de la responsabilité de l'observateur. Ça, c'est vrai que ça arrive un jour ou l'autre, mais il y a d'abord, je pense, le plaisir, en fait. La curiosité, le fait de satisfaire une curiosité. Et puis, il y a un jeu subtil qui se met en place avec les outils d'observation. Quand on commence à se poser ces questions un peu vertigineuses qu'a abordé Laurent sur la manière dont on éclaire le cylindre, quoi. Mais je pense qu'il faut passer des années à épuiser la question du fond et du cylindre avant de se demander comment on l'éclaire. Je pense qu'il y a aussi une gradation dans le rapport qu'on a à l'objet. Je ne sais pas si je suis clair.
Si, tout à fait, mais ça m'amène notamment à la question de l'angle et la présence du jeu que vous disiez au tout début, Jean-Laurent Casselli, à vous interroger justement l'un et l'autre sur le point de vue, la place de l'observateur dans son sujet de compréhension, parce qu'on a des outils conceptuels, hein, mais on vient aussi d'une expérience, c'est-à-dire d'une interprétation, d'un savoir de ce qui est observé, mais on a peut-être aussi des idées préconçues, des idées qu'on aimerait bien aussi insérer dans ce qui est observé. Donc, qu'est-ce que vous faites de cela l'un et l'autre dans vos travaux, Laurent Palcar? Moi, je pense que tout à l'heure, dans un dialogue, il a été question de sciences classiques et de sciences contemporaines. Et la science classique, c'est la science qui gomme l'individu. C'est-à-dire, elle va parler d'objectivité en éliminant la subjectivité. Alors, je pense qu'il va falloir parler bien dans le micro. Montez un peu la main parce que vous êtes sur l'antenne. Voilà. Donc, au début de ma carrière, c'était la subjectivité, l'objectivité, pas de subjectivité. Il fallait entrer dans la salle de TP, moi je suis plutôt un homme de labo, avec une blouse, en éliminant la personnalité. Or, la science contemporaine, et en particulier la transdisciplinarité, elle introduit le sujet. En biologie, lui, c'est plus facile, Jean-Laurent, parce que de parler du sujet en sciences sociales, oui, mais en biologie, non. Et donc, à cette époque-là, au début de ma carrière, c'était l'objectivité sans subjectivité. Et aujourd'hui, c'est beaucoup encore d'objectivité, mais on voit entrer la subjectivité. Parce que maintenant, c'était illusoire de croire qu'en prenant une blouse, on éliminait la personnalité. Et heureusement qu'on a une personnalité. Heureusement que quand on regarde le cylindre, on le regarde avec son expérience, avec son vécu, avec toute sa personne, avec toute sa personnalité, justement. Donc, oui, c'est un peu. On est dans un monde un peu particulier parce que, comme le disait Jean-Laurent tout à l'heure, les publications scientifiques, ce sont des publications où le sujet n'existe pas. On n'a pas le droit. Il y a des codes. Hein, on a des codes pour publier. On n'a pas le droit de dire je. Il faut aller directement à l'objet. Voilà. Et les publications scientifiques, c'est uniquement de l'objectivité. Mais de plus en plus, on prend conscience que c'est illusoire. Et en plus, on a des grands scientifiques. Si c'était que l'objectivité, on a tous connu des profs, des enseignants dans notre cursus, tout le monde, hein, des profs qui nous intéressaient plus que d'autres. Pourquoi ils nous intéressaient plus que d'autres? Ils professaient la même chose, sauf qu'ils introduisaient une partie de leur personnalité. C'est pour ça qu'ils arrivaient à passer leur discours et leur discipline. Et c'est exactement la même chose en recherche. Laurent Casselli, votre point de vue sur cela, avec à la fois, évidemment, vous, comme vous pouvez parler aux gens, il y a ce qu'ils vous disent à vous, parce que vous êtes vous et que vous avez créé une relation, mais aussi ce que vous en comprenez, et puis le risque de vouloir aussi parfois faire coller à des idées que vous pouviez avoir avant de rencontrer les personnes, d'aborder certains sujets. Eh ben oui, c'est vrai que c'est un très gros défaut des journalistes, des intellectuels, des chercheurs qui travaillent avec la patte humaine, c'est qu'en fait on a tous des idées un peu a priori ou préconçues de ce qui se passe. Parfois c'est ce qui fait qu'on s'est passionné pour tel ou tel sujet, et c'est pas évident de revenir du terrain de son observation avec un tableau qui n'est pas conforme à l'idée qu'on s'en faisait. Et c'est un débat qui est très très chaud en ce moment dans l'écriture, dans la recherche et aussi dans le journalisme, avec la question de l'émetteur. Aujourd'hui, d'une part, on a l'impression que certains écrivent avec des œillères idéologiques telles que tout doit rentrer dans leur programmation mentale ou intellectuelle a priori. Et d'un autre côté, il y a une critique aujourd'hui qui consiste à dire, de toute façon, toi en tant qu'observateur, tu es en fonction de ton origine sociale, de ton âge, etc., de ton sexe, finalement tu verras un côté du cylindre
qui sera celui qui te sera présenté en raison de ton identité. Donc finalement, voilà. Et c'est un débat qui a débordé un peu dans le domaine des sciences dures, mais bon, c'est un peu plus compliqué parce que quand on est sur de la microbiologie, déjà il y a un peu moins de participants au débat. Il y a un coût d'entrée technique un peu plus élevé, mais on voit que c'est des questions en fait qui sont très prégnantes, qui sont en même temps. Moi, je reconnais l'intérêt de ce débat-là. Ça consiste à dire finalement, je vais pas forcément acheter un livre qui me parle des EHPAD, si je reviens à ou qui parle de tel phénomène culturel, mais je vais acheter un livre de cette personne parce que j'aime bien, alors non pas son opinion. Et là, moi, je fais une distinction assez radicale entre opinions, parce que c'est vrai qu'on a tous une opinion sur les EHPAD, on a tous une opinion aussi sur la mort, par exemple, mais ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'observateur professionnel, parce que c'est vrai qu'on est tous observateurs amateurs, mais en tant qu'observateur professionnel, c'est le fait de développer un point de vue ou un regard. Et je pense que ça s'acquiert par de la technicité, par de l'expérience, et que tous les points de vue, toutes les opinions se valent, mais les points de vue et les regards se travaillent en fait. Et moi, je vais souvent voir le film de quelqu'un parce que c'est un auteur ou un réalisateur dont j'aime le regard en fait. Voilà. Et le sujet peut être à la limite secondaire. Et de plus en plus, je pense qu'on va vers des auteurs qui nous plaisent parce qu'on est attaché à leur approche, à leur démarche. On pourrait même parler de leur démarche en fait. Plus que du fond de ce qu'ils ont à nous dire de tel et tel sujet. Voilà. C'est presque l'observateur qui est plus ou autant important que la chose observée. Moi, je pense vraiment que c'est le cas, et je peux vous donner des exemples si vous voulez concrets. La dernière série là, qui marche très bien sur Netflix s'appelle Petit Reine. Vous avez peut-être entendu parler, qui est une série assez incroyable qui est tirée d'une histoire vraie de quelqu'un qui a été un comédien harcelé par une femme. Un comédien harcelé, voilà, par une femme, et finalement, si vous vous apprêtez à la regarder, je ne vais pas vous dévoiler ce qui se passe, mais on apprend à mi-parcours, à mi-saison, qu'en fait le sujet qu'on pense être, le prétexte du harcèlement n'est pas le vrai sujet en fait de la série. Et très souvent, je me suis rendu compte ces derniers temps, parce que ça m'a fait beaucoup cogiter, que dans l'écriture également, les livres qui m'ont saisi ces derniers temps étaient vraiment des livres qui m'ont presque trompé à mi-chemin en me disant en fait tu croyais avoir acheté un livre là-dessus, mais en fait le sujet c'est pas ça. Et je vais donner un exemple concret de true crime, qui est aussi un genre qui marche très très bien, le fait de revenir sur des faits divers. Il y a un livre qui a été traduit sous le nom de Maura Murin, je crois, a disparu, qui est un cold case des années 2000 américain, d'une jeune femme de 21 ans qui était étudiante infirmière et qui a disparu après que sa voiture a été accidentée dans une petite route enneigée de la Nouvelle-Angleterre. Depuis 20 ans, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Et l'auteur qui s'appelle James Renner, qui a consacré ce livre à ce cold case non résolu, fait la moitié du livre à peu près sur le cas. Donc il va chercher les témoins, il parle à la famille, aux petits copains, à tous les suspects, etc., etc. Et puis, à mi-parcours, on bascule sur sa propre vie, sa propre enfance. D'où lui vient cette obsession, en fait, d'ailleurs le livre en anglais s'appelle Addict, d'où lui vient cette addiction en fait morbide aux faits divers, et en fait on se rend compte que c'est un traumatisme lié à son enfance, à ses parents, à ses origines, etc., qui va expliquer pourquoi il est parti dans cette quête. Donc, mais voilà, et ce genre de scénario, de pitch en ce moment, j'en vois de plus en plus, et ils ont tous partie liée avec, encore une fois, le regard de l'observateur sur son sujet. Alors, il peut y avoir ça, mais la question de l'inattendu, de la surprise, elle peut aussi venir au tout début de la recherche, de l'observation, quand quelque chose se produit d'inattendu, je sais pas, dans votre microscope ou dans tous les appareils que vous avez en place l'un et l'autre, qui a une sensibilité, qui a de la beauté, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais vos petites bestioles, elles peuvent être belles. Qu'est-ce qu'on fait de ça, de la question sensible dans l'observation? C'est l'émotion, ça change tout. Moi, quand j'ai fait ma thèse, je faisais des cultures de bactéries. Et les cultures, c'était pseudo-fluorescence. Fluorescence, ça veut dire que ça fluoresce un petit peu. Donc, c'était des cultures. Moi, je considérais que mes bactéries, c'était du jus. C'est tout. C'était un milieu liquide avec une couleur. C'est tout. Et puis, dans mon sujet de thèse, je devais faire un certain nombre de choses, en particulier piéger le CO2.
Donc j'ai piégé le CO2 à l'ancienne, hein, comme dans les sous-marins. J'ai mis dans mes cultures de la soude pour piéger le CO2. Et ensuite, avec une petite trimétrie, j'arrivais à savoir combien j'avais de carbone, récupéré. Voilà. Et alors, ça a tout changé. Parce qu'avant, je considérais que c'était un liquide jaune. Et dès lors que j'ai compris que j'avais piégé le CO2 produit par les bactéries pour moi sont apparues vivantes. J'étais arrivé dans le monde vivant. Voilà. Donc j'ai laissé tomber, mais alors totalement, la première approche. Et ensuite, ça a été quand même assez... ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est de l'inattendu. Même si c'était prévu quand même, parce que je piégeais le CO2, c'était bien que je m'attendais à ce que les bactéries respirent, évidemment. Voilà, donc, mais il y avait une certaine beauté aussi. La beauté, la surprise, l'émotion. Jean-Laurent Casselli, quand elle arrive, qu'est-ce que vous en faites? Comment ça vient transformer l'objet qui est, pas la personne, hein, mais le travail que vous êtes en train de mener, l'objet observé, hein. C'est vrai que là, la question étant ainsi formulée, je suis obligé de parler un peu de la France moche, parce que moi je m'intéresse pas mal à la France des périphéries, et notamment des périphéries commerciales, et c'est un ensemble de territoires que depuis un article célèbre de Télérama de 2011, on appelle communément la France moche. Et ce qui est intéressant avec la France moche, je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est est-ce qu'elle est moche ou est-ce que c'est le point de vue de l'observateur, je pense qu'elle est assez moche et que la plupart des gens sont d'accord là-dessus, mais une fois qu'on a dit ça, il y a une disqualification qui est esthétique mais qui est aussi politique quand on parle de la France moche, alors que c'est une France dans laquelle des gens vivent, c'est une France dans laquelle des gens travaillent, c'est une France qui a été construite aussi pour répondre à certains objectifs, à un certain état de l'histoire contemporaine, et il y a toute une tradition depuis une quinzaine d'années d'observateurs de la France moche, qui peut-être qui l'esthétisent, mais en tout cas qui portent un regard assez bienveillant, comme Laurent sur le CO2 qui capture, parce que déjà il y a des gens qui ont grandi, il y a toute une génération par exemple dans les écoles d'architecture, ou parmi les photographes ou les réalisateurs, de gens qui ont de deuxième ou troisième génération issus de la France moche, qui ont grandi dans ces paysages-là et qui ont commencé, notamment dans tout ce qui est pavillonnaire, et qui ont commencé à dire ça suffit, le France moche bashing, on veut aussi observer, et raconter ces endroits d'une autre manière. Et c'est vrai que peut-être pour conclure, quand on s'est fixé sur le terme sur l'observation, la démarche de l'observation, moi je me suis dit dès le début que s'il y avait un autre terme qui était complémentaire, qui était celui de la narration, en fait. Le fait si je prends des verbes, observer, raconter, moi plus ça va, j'ai été formé, je pense, à observer. Plus j'avance dans la vie, plus j'ai envie de raconter, moins j'ai envie d'observer, en fait. Ou alors plus j'ai envie d'observer pour raconter quelque chose. Voilà. Ce qui est intéressant, ce que vous disiez sur la manière de considérer justement les gens qui viennent de la France moche, c'est que vous revenez au verbe considérer qui est dans le début de la définition, c'est observer, considérer avec attention, c'est aussi ça à laquelle il faut vous veiller, forcément, c'est de ne pas rendre péjoratif votre sujet de recherche et ne pas envoyer balader ceux qui vivent là, qui ont aussi quelque chose à dire. À la fois porter un autre regard, mais déjà regarder, tout court. Voilà. Quelque chose qu'il n'était pas. Ouais, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'on est déjà arrivé au terme de ces 40 minutes. Et donc, la tradition, vous la connaissez. Si vous revenez en tant qu'intervenant ou en tant que spectateur d'une prochaine édition des Dialogues, quel mot vous aimeriez voir discuter, Laurent ? Moi, si je reviens au cylindre, c'est le fil rouge, au cylindre, si on regarde le cylindre d'un côté ou de l'autre, si on regarde que d'un côté, on peut douter. Donc moi, le mot c'est doute, le verbe c'est douter, et c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui, parce que la science, en tout cas la biologie, mais aussi la physique, on cherche à observer un même objet sous le maximum, sous différents angles. Ça, c'est la science, pour confirmer, infirmer, etc. Seulement, le problème, c'est qu'il y a des gens ou des entreprises qui utilisent ça.
Ça s'appelle Les Marchands de doute. Et je ne sais pas si vous avez vu le film Goliath. C'est un film récent sur les marchands de doute des pesticides. Là, ça fait mal. Donc en fait, ça, c'est très bien pour la science, sauf que ça, c'est dangereux. Si c'est repris par des marchands de doute, c'est dangereux. Ouais. Voilà. Doute ou douter. Et vous, Jean-Laurent Casselli? Eh ben, moi, je dirais justement raconter le terme de récit, parce que ce cylindre-là, on l'observe depuis tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on me le raconte maintenant, voilà, qu'on me raconte peut-être ce qu'il ressent, ce qu'il fait là, et voilà, pour une prochaine fois. Voilà, merci à tous les deux. Je renvoie à vos livres, Jean-Laurent Casselli, à La France sous nos yeux avec Jérôme Fourquet, et puis Laurent Palca, le livre que vous avez dirigé, Micro-biodiversité, un nouveau regard. Merci à tous les deux. Et puis pour ce 4e et dernier temps des dialogues, nous allons vous proposer une carte blanche à l'anthropologue Fariba Adelka, que je vais inviter à monter sur scène. Merci messieurs, avec Vincent Ferté à qui je vais donner aussi la parole. Ce qui me permet, puisque moi je vais vous laisser ici, de remercier Vincent Ferté, de remercier Sébastien Rio de m'avoir confié l'animation de ces rencontres, de remercier également Adélaïde Coué et les techniciens ici qui ont aidé à l'organisation. Merci beaucoup à vous. Les Dialogues, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer avec une musique de Robert Meunier pour les éditions IG et l'École des hautes études en santé publique de Rennes. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes de ces échanges en version intégrale ou en version flash selon vos préférences.